Alors, nous sommes le 8 mars 2022. Il est 18h03. Désolé pour les 3 minutes de retard. Soyez les bienvenus à notre Exchange SIAMT. Avec ce soir, donc, nous allons aborder la santé, le sujet thématique sur la santé des femmes et par vous, mesdames, les femmes de santé. Donc, bienvenue aussi au public. Soyez les bienvenus encore une fois au SIAMT. Nous sommes ravis et plus que contents de vous retrouver après ces longs mois d'absence et surtout à distance. Docteur Ada Moustafik, bonjour. Bonjour. Donc, Ada, médecin, femme, bien sûr, praticien hospitalier à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, cardiologue, spécialisé en santé publique et surtout pour la santé des femmes. Oui. Et vous nous raconterez aussi, parce que vous êtes une femme engagée sur plein de fronts, notamment le front de l'Est des Balkans. Oui, donc, très bien. Docteur Zineb Ouazane, bonjour. Bonjour. Médecin, femme, médecin coordinateur du SIAMT, médecin du travail, et puis consultante aussi à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, à l'hôpital Saint-Antoine. C'est exact. Alors, spécialisée aussi dans la santé des femmes, il paraît, entre autres. Entre autres, la santé de l'humain et des femmes aussi. Ah, d'accord, ok. Nous sommes heureux, nous les hommes, d'entendre cela. Vanina Tadei, bonjour. Bonjour. Alors, créatrice, fondatrice de Efficazen. Tout à donc fait. spécialisée dans le bien-être et puis la santé des salariés en entreprise. Tout à fait, c'est prévention santé par des ateliers collectifs de bien-être et des médecines douces. Parfait. Alors, il nous manque 2 intervenantes qui vont nous rejoindre, on l'espère. Donc, pourquoi j'ai ma caméra qui saute? Voilà. Et normalement, on attend Alice de Maximi, qui est la créatrice et fondatrice de Hashkind, et puis surtout du collectif Femmes de Santé. Et Joyce Benoît, qui se prépare, qui tarde à venir parce qu'elle est en train de se préparer pour vous. Et donc Joyce, que vous connaissez déjà comme professeur de Douyin et yoga. Donc, on les attend de pied ferme. Alors Joyce n'arrive pas, elle nous entend, elle nous voit, mais on n'arrive pas à la voir elle. Donc, bon, vous n'avez pas de salle d'attente. Est-ce qu'elle a essayé de se connecter? Parce que moi, j'ai eu du mal, mais il faut se mettre sur Chrome, ça marche mieux. Est-ce qu'elle a le bon moteur? Joyce, si tu nous entends, essaie de te mettre sur Chrome. Alors, Alice vient de nous rejoindre. Donc, Alice est en train de se préparer aussi. Je suis là, mais pareil, je ne pouvais ni vous parler, ni vous faire coucou. Alors, j'ai envoyé des messages en disant « mais je suis là, mais je suis là ». Bonsoir Alice. Donc, après une carrière dans le public, notamment dans toute la partie à l'Europe et puis bien sûr l'INRS, vous êtes créatrice et fondatrice de Hashkind et du collectif Femmes de Santé. Exactement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Alice? Oui, alors c'est pas l'INRS, c'est l'INPES, donc c'est de la prévention. Donc, pardon. c'est aussi du public. Mais c'est vrai que le côté atypique, c'est qu'effectivement, je suis une actrice de santé publique qui est partie monter une start-up en digital dans le privé. Et c'est finalement pas très fréquent. De plus en plus maintenant, mais c'est vrai que c'était un peu novateur. Donc, alors, mesdames, je crois que c'est une journée particulière, le 8 mars, parce que c'est votre journée, la journée des droits des femmes, si je ne me trompe. Je parle sous contrôle d'Alice, parce que sinon, je vais me faire tirer les oreilles. Et donc, on a plein de choses à se dire. Et donc, j'aurai plein de sujets sur lesquels je vais vous questionner. Il me semble important de faire un état des lieux sur la santé des femmes. Et puis, vous, en tant que femme de santé, les unes les autres dans votre spécialité, je pense que vous avez plein de choses à dire à vos consoeurs, j'allais dire. Un petit état des lieux. Statistique d'abord, en France, on a une espérance de vie pour les femmes évaluée à 85 ans, versus 79 ans pour les hommes, apparemment la meilleure de l'Europe, devant la Grèce,
devant la Finlande, mais derrière l'Espagne et l'Italie, on se demande pourquoi, et bien loin derrière le Japon. Une fois qu'on s'était dit ça, et ça c'est la partie visible de l'iceberg, il y a quand même des particularités, notamment on a constaté le paradoxe de la santé perçue chez les femmes, parce apparemment il y aurait une meilleure prévention en globalité, car vous avez, mesdames, plus la culture des dépistages de suivi médical, mais quand même, apparemment, il y aurait plus d'incapacité chez les femmes en vieillissant, et notamment plus de démence en classe d'âge comparé aux hommes. On constate aussi la deuxième chose, c'est qu'il y a forcément, très très fortement, une disparité entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes et même entre femmes. Donc, il nous paraît important de distinguer la santé des femmes de celle des hommes. Est-ce que je me trompe, docteur Ada Mustafik? Non, non, vous avez entièrement raison. Donc, on va essayer de mettre en évidence toutes ces différences, essayer de les expliquer et donner des pistes à toutes les femmes pour améliorer leur état de santé. Alors, dans le comportement de santé, vous auriez, vous mesdames, un meilleur dépistage. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que ça reste encore tabou, le sujet de la santé des femmes ou pas? Alice? Alors, vous m'entendez? Oui. Oui, le sujet de la santé des femmes, c'est tabou à plusieurs niveaux. D'abord, alors souvent on résume la santé de la femme à la santé intime de la femme, et évidemment que c'est tabou à plein de niveaux, parce que c'est intime, parce qu'on parle de la santé sexuelle, mais parce qu'on parle aussi de choses dont on ne parle pas, à savoir par exemple le fait d'être incontinente. À partir de 70 ans, c'est un tiers des femmes, c'est 25% avant, donc on parle pas et on voit le marché des protections là-dessus qui est colossal, alors qu'en fait ce n'est pas normal de se faire pipi dessus, il faut quand même le dire. Voilà, et c'est des choses dont elle ne parle pas. Il y a un énorme tabou qui est en train de se lever autour des moins de 40 ans et qui reste présent pour les plus de 50. Et l'autre tabou aussi, c'est la ménopause, qui a été quand même assez écrasée, notamment par les hormones très fortes qu'il y avait, avec une étude américaine qui avait dit que c'était gravissime si on prenait des hormones à la ménopause, etc. Et donc, qui a fait du tort à tout traitement possible de la ménopause. Donc voilà, donc ça, c'est des sujets tabous où c'est dans la norme d'être pas bien quand on est en préménopause, d'être mal quand on est en ménopause, d'avoir de l'ostéoporose etc. C'est dans la norme, de se faire pipi dessus, c'est dans la norme, etc. Donc il y a une normalisation d'une santé de la femme qui est, en tout cas, qui montre qu'on n'est pas bien, donc qui n'est pas forcément très bonne, et surtout qui impacte, d'après les études, la qualité de vie. Donc ça, c'est le tabou autour de tout ce qui est la sphère intime, mais la santé de la femme, on a un chromosome de différence quand même, il ne faut quand même pas le nier. Et en fait, si, ça a été ignoré dans les tests cliniques. Lequel? Et dans les tests cliniques et autres, et ça a été aussi nié dans les maladies. Et très souvent, on a cru que certaines maladies étaient des maladies qui étaient identiques chez les hommes et chez les femmes. Alors, on parle maintenant beaucoup des maladies cardiovasculaires. Et en fait, c'est pas la même façon de les traiter, c'est pas les mêmes symptômes. Voilà. Et puis l'autre tabou aussi, c'est qu'on dit que les femmes font plus attention à elles. Alors, ça dépend. Si on tombe dans la précarité, beaucoup moins. Et puis, il y a aussi cette notion de on est tout le temps débordé et finalement, on passe en dernier qui reste encore très présent. Et donc, il ne faut quand même pas nier le fait que beaucoup de femmes ne se font pas dépister à temps. Pourtant, on m'a toujours dit que les femmes avaient une culture de dépistage et de soins, de prévention, en tout cas meilleure que les hommes, avec une meilleure proximité de soins pour les femmes. Donc, ce sont des préjugés alors. En fait, pardon. Allez-y, bien sûr, allez-y. Non, allez-y, je vous laisse. Non, mais. Non, pas oui, donc Alice, en fait. Elle est très bavarde là-dessus. Je suis très bavarde, alors je me tais. Oui, non, mais en fait, ce qu'on peut dire, parce qu'en fait, il y a pas mal d'études épidémiologiques qui montrent qu'en fait, les femmes se sentent beaucoup plus concernées par leur santé, mais qu'en fait, quand on regarde en pratique, elles peuvent avoir moins recours au système de soins. Donc, ce qui peut être assez paradoxal. Donc, on est soucieuse de notre santé, mais il
on a du mal à passer au pas pour certaines choses. Alors après, on va dire, bon, Alice, tu l'as très bien dit, on va dire que le domaine de la santé, de la prévention, de la prise en charge des soins, c'est assez, on va dire, enfin, vous savez, il y a une définition entre qu'est-ce que le sexe, qu'est-ce que le genre, et en fait, dans nos sociétés, on a une prise en charge du soin, de la prévention qui est assez genrée et qui est, comme tu l'as dit Alice, très tournée autour de tout ce qui est santé intime. Alors voilà, la grossesse n'est pas une maladie, mais c'est une période de la femme où on est extrêmement bien suivi, enfin du début jusqu'à la fin, même en comptant toute la prise en charge de la PMA qu'il y a avant. Par contre, en dehors de cette santé intime, de cette santé liée à la procréation, de la prise en charge du futur enfant, on se rend compte que la santé de la femme, il y a beaucoup à faire. Et en plus de ça, ce qu'on se rend compte, alors il y a beaucoup de publications qui permettent d'essayer de voir un peu la différence entre hommes et femmes, mais quand on regarde uniquement que la santé de la femme, on voit en fait les mêmes disparités que dans la santé de l'homme. En fait, il y a une vraie disparité qui est liée aux conditions statut économique, que les femmes, en fait, les femmes qui ont un tissu social, un tissu économique, financier très bon, elles sont beaucoup mieux soignées que les autres, elles ont accès plus facilement au système de soins, elles sont beaucoup mieux informées. Par contre, quand on regarde les conditions sociales plus défavorisées, elles sont plus précaires. On voit des femmes qui sont beaucoup plus fragilisées liées aux addictions. Elles prennent beaucoup plus souvent des psychotropes. Elles sont beaucoup plus dépressives. Enfin, voilà. Donc, en fait, moi, je dirais qu'il y a des spécificités qui sont liées à la femme, mais qu'en dehors de sa féminité liée à l'enfant ou à sa propension de vouloir faire des enfants, moi, j'estime, enfin voilà, après c'est mon impression, mon sentiment, on a le droit de ne pas le partager. Je trouve qu'en dehors de ça, on s'occupe plus de la santé masculine en dehors de ces sujets que celle de la santé de la femme. Très bien. Donc, on retient qu'il y a bien sûr l'effet classe sociale, l'effet socioculturel, et puis surtout aussi l'effet comment dire, la disparité se ressent dans la partie éducation aussi. Tout à fait. Alors, je pense que… Je lisais, on reviendra tout à l'heure, Zineb, sur les sujets d'études. Je lisais un article, d'ailleurs, écrit par Alice de Marcigny, ici présente, que le marché mondial de la femtech s'évalue à 50 milliards de dollars d'ici 2025. C'est énorme. Ouais. Donc, à part les couches, les trucs anti-fuite que l'on voit à la télé aux heures de pointe, est-ce qu'on a l'impression que les femmes il y a plus d'actions de prévention pour les femmes? Notamment, je pensais au risque cardiovasculaire, Ada. Est-ce que les femmes sont mieux dépistées, sont mieux suivies, sont mieux prévenues que les hommes? Eh bien, malheureusement, dans le domaine cardiovasculaire, ce n'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Dans l'imaginaire des personnes, les maladies cardiovasculaires restent l'apanage des hommes, alors qu'on voit bien sûr en nombre absolu, le nombre de malades masculins est supérieur aux malades féminines. Cela étant, si on regarde l'évolution de la proportion des femmes dans le temps, cette proportion devient de plus en plus importante. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la prévention, de la sensibilisation des femmes, qu'elles soient patientes, mais également des acteurs de santé pour pouvoir dépister, diagnostiquer en temps toutes les femmes. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Est-ce que c'est aussi, est-ce qu'on en vient à dire que pour mieux dépister les femmes, il faudrait que ce soit des professionnels de santé femmes qui puissent le faire? Est-ce qu'on va jusque-là? Disons que les professionnels de santé femmes ont un rôle à jouer en termes de communication. Malheureusement, on sait que la communication est
quasiment le monopole des hommes en médecine cardiovasculaire. Si les femmes professionnelles de santé se saisissaient de cette communication, peut-être qu'on pourrait toucher davantage de femmes. C'est aussi une question qui intéresse moins les pontes masculins. On voit par exemple dans les essais cliniques où les femmes sont sous-représentées. Et puis, dans la grande majorité des cas, les femmes ont pratiquement les mêmes symptômes que les hommes. Mais il y a des présentations différentes. Et c'est ces cas de figure-là qu'il ne faut pas laisser passer. Donc, il y a encore du travail à faire. Et effectivement, les professionnels de santé féminine ont toute leur place et doivent reprendre en quelque sorte le pouvoir pour mieux soigner cette partie de la population. Alors justement, on en vient à ma question. Les professionnels de santé féminins sont apparemment en nombre supérieur à leurs homologues masculins, notamment dans les hôpitaux de Paris. Mm-hmm. Ma question est simple et publique. Vous avez le droit aussi, la possibilité de voter. Vous avez un sondage qui s'affiche. En France, les médecins sont à moins de 20% des femmes, plus de 50% des femmes, ou troisième possibilité, je ne sais pas. Donc, allez-y, votez. Et comme ça nous permet d'évaluer la connaissance de la situation médicale en France. Ada, on est, oui. Pour moi, dans la présentation justement socio-culturelle, économique, et surtout parmi les professionnels de santé, dans mes souvenirs, je crois que les femmes, surtout à la PHP, vous êtes en supériorité en nombre par rapport à vos homologues masculins. Qu'est-ce qui explique que vous êtes sous-représentés justement au niveau, le plus haut niveau de la prise de décision? Je dirais il y a une part sociologique, une part de l'éducation. Déjà dans les facultés de médecine et lors des stages, généralement les chefs de service identifient 1 à 2 personnes prometteuses et malheureusement ces personnes prometteuses sont toujours des hommes. Et même s'il y a une jeune femme brillante, les commentaires qu'on a encore, c'est « oui, mais tu vas être maman, ça va te prendre du temps, choisis-toi un poste qui ne te demande pas trop d'efforts ». On n'est pas poussé à aller vers les fonctions les plus hautes. Pour réussir aussi, pour grimper tous les échelons, il faut beaucoup de temps. Et ce temps-là, les femmes préfèrent aussi l'accorder à leur vie familiale. Et puis, quelque part aussi, les femmes ont tendance à se limiter, à se dire c'est pas pour moi, la carrière académique, c'est pas pour moi, la recherche, les publications, l'enseignement, c'est pas pour moi non plus. Donc, effectivement, en nombre, nous sommes plus nombreuses et nous allons l'être de plus en plus. Par contre, tout ce qui touche au poste à haute responsabilité, la recherche, l'enseignement, les communications dans les congrès, nous restons sous-représentés. Alice, justement, je crois que lors des états généraux que vous avez organisés, au sujet de la santé des femmes, vous avez fait un certain nombre de constatations là-dessus. Donc, à part le plafond de verre et tout ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez identifiés? Il y a énormément de sujets qu'on a identifiés, alors pas uniquement dans le secteur médical proprement parlé, puisque le collectif est plus large. On a mis en avant quelque chose qui est atroce et que je déteste, mais qui est réel, qui s'appelle l'autocensure. L'autocensure, elle est réelle, elle est prouvée.
et elle n'est pas due au fait qu'on s'auto-censure par plaisir. Hein, voilà, cette espèce de notion qu'on est responsable de notre propre auto-censure en tant que femme, elle est juste, enfin, disons-le, c'est juste débile de penser ça. Et pardon du mot qui est inapproprié, mais il y a un moment, il faut dire les choses. Puis aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes. L'autocensure, c'est 2000 ans d'histoire, hein, d'une part. Et puis, c'est un contexte dans lequel on évolue avec des croyances limitantes, d'une part, et puis surtout des biais inconscients qui sont dans le quotidien de tous les jours et dans lesquels on a été élevé. Donc, et ça entraîne une autre. C'est uniquement, Alice, c'est uniquement l'éducation judéo-chrétienne qui fait ça ou de façon globale? C'est une excellente question parce qu'il y a plein de pays qui ne sont pas judéo-chrétiens qui ont la même chose, mais c'est vrai qu'en Europe du Nord, elle existe moins quand même, hein, et donc ils sont moins dans un contexte latin en tout cas. Donc je ne peux pas parler pour les pays d'Europe du Nord, mais eux, ils ne l'ont pas ça, hein, quand même. Et puis il n'y a pas de problème à prendre un grand congé parental quand on est un homme non plus. Enfin voilà. Donc il y a des choses comme ça qui ne sont pas là dans ces pays-là. Et je dois avouer que quelque part, je les envie parce qu'on se colle une pression de fou avec cette autocensure dont beaucoup de politiques vous diront mais elle n'existe pas, ce n'est pas vrai. Ben, si, elle existe et elle est réelle et il ne faut pas la nier, elle est réelle. Et elle est due à quelque chose d'autre que nous, entre guillemets. Ensuite, il y a l'autocensure, donc il y a cette vie de famille qui sont des freins clairs à la carrière, mais il y a énormément d'autres piliers. Et le fait, on l'a dit, qu'on est perçu comme une femme avant d'être perçu comme une professionnelle. Ça, c'est un problème. C'est un vrai problème et c'est un problème de perception. Par les femmes aussi, hein, d'ailleurs, mais la plupart du temps, c'est vrai, souvent par des hommes, mais aussi par des femmes. On a des retours de femmes qui nous rapportent des mots d'autres femmes en disant mais c'est pas un job pour une femme. Bah, so what? Enfin, voilà. Ça, c'est la jalousie, ça. Non, non, mais voilà, ça c'est une remarque genrée. Non, c'est pas de la jalousie. C'est une perception. J'aime bien provoquer Alice parce qu'elle démarre au quart de tour, hein, vous allez voir. J'adore, on va jouer. Et ensuite, il y a aussi cette notion de rémunération aussi, de valorisation, et d'oser valoriser les femmes et de se faire valoriser qui disparaît complètement. Donc ces freins-là sont colossaux et on essaye d'organiser des leviers pour freiner tout ça. La perception des femmes, un des leviers, c'est de les mettre en avant et de faire en sorte qu'on soit plus perçus comme des femmes et comme des professionnels et que ce soit la norme d'intervenir à des colloques, d'être un rôle modèle pour une petite fille, etc. etc. Ça, c'est long, hein, c'est long. On ne change pas 2000 ans d'histoire en 10 ans. Hein. Mais de plus en plus, et je rebondis à ce que disait Ada tout à l'heure dans son explication, c'est qu'il y a aussi une histoire de double charge de travail. Parce que quand on est femme, on est souvent mère de famille, on est souvent épouse, on est souvent conjointe. Donc, il faut aussi, après votre journée, j'imagine, sauf chez moi, vous faites à manger, donc vous nourrissez toute votre tribu et puis voilà. C'est la fameuse charge mentale. Ouais. Que les femmes ont quand même un peu plus, on porte plus de poids que les hommes, parce que c'est vrai que c'est les femmes qui doivent, en principe, hein, en généralité, mais gérer les enfants, les rendez-vous médicaux, les courses, le bain des petits. Voilà, ouais. Voilà, oui, donc tous les rendez-vous, les agendas. Donc, c'est vrai que la charge mentale pour une femme qui travaille à plein de temps, en plus de son travail à la maison, elle en a un deuxième. Enfin, ceci dit, vous me permettez, mesdames, mais là, vous ne donnez pas du tout un bon exemple parce qu'il est 18h26 et vous êtes là avec moi en train de discuter. Hein. C'est tout à fait ça, vrai. je dis rien. Nous n'avons pas choisi l'horaire, n'est-ce pas? C'est encore un homme qui vous a forcé. Hein. Pour la bonne cause, on sait se rendre disponible aussi, c'est ça, mais il ne faut pas que ça devienne… Voilà, moi j'ai travaillé 20 ans d'entreprise, c'est vrai que c'était une habitude que de faire des réunions à 18h, 18h30, ça ne posait aucun problème à personne. Et c'est l'habitude et la répétition qui est mauvaise. Une fois de temps en temps, pour une conférence exceptionnelle, c'est très bien. Vanina, justement, vous qui êtes spécialisée dans tout ce qui est bien-être et santé dans les entreprises, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de populations féminines qui sont en demande de ce genre d'activité ou pas? Tout à fait. Moi, les ateliers collectifs que j'organise donc avec des experts du bien-être en médecine douce sont à 80% sont des participantes. Il y a des hommes qui viennent, mais les hommes, il faut que ce soit un sujet qui
qui soit très précis et il faut qu'ils se sentent concernés. Alors, quand on a des ateliers sur le sommeil, par exemple, voilà, ça c'est concret pour eux. On a un expert de sommeil qui vient, qui parle des cycles, comment améliorer son sommeil, comment, voilà. Donc ça, ils viennent. Quand il y a de la boxe, ils viennent aussi. Mais dès qu'on parle de sophrologie pour aider à mieux respirer, pour lâcher prise, ils se sentent pas concernés. Joyce, est-ce qu'on a plus de demandes de la part des femmes dans vos pratiques de yoga ou de douyin que les hommes ou pas? Absolument, absolument. Moi, je dirais c'est 90%. Et avec une présence masculine qui tente à diminuer. Il y a une séance, deux séances et on s'arrête. Et les femmes, elles, quand elles sont engagées, en général, elles tiennent cet engagement. Mais voilà, c'est peut-être parce que effectivement, je propose des techniques très, très douces. Et quand les ateliers comme Divanina sont un peu plus dynamiques, il y a une présence masculine. Donc, les femmes veulent bien arrêter le tempo et se laisser porter par des disciplines douces. Les hommes, un petit peu plus difficilement. Je reviens, Ada, sur l'aspect cardiovasculaire parce qu'il me semble qu'on a accentué les campagnes ces derniers temps parce qu'il y a une alerte très forte sur des risques cardiovasculaires plus prégnants chez les femmes. Apparemment, il y aurait une catégorie de jeunes femmes qui soient plus exposées que d'autres. Tout à fait. On voit que les femmes, et notamment les jeunes femmes, sont de plus en plus exposées aux facteurs de risque cardiovasculaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les jeunes femmes notamment, fument de plus en plus. Il y a également plus de femmes diabétiques, de femmes sédentaires ou en surcharge pondérale. Et on sait que les femmes sont plus sensibles à ces facteurs de risque cardiovasculaire comparativement aux hommes. Donc, on risque de se retrouver effectivement devant une véritable épidémie de maladies cardiovasculaires chez des femmes et chez des femmes de plus en plus jeunes. Est-ce qu'on a des signes? Et donc, il faut le savoir. Est-ce qu'on a des signes? Et puis, il faut également… Est-ce qu'on a des signes plus spécifiques des femmes justement pour vous évoquiez tout à l'heure des risques d'infarctus ou des risques cardiovasculaires? Est-ce qu'il y a des signes spécifiques femmes ou pas? Alors, encore une fois, dans la majorité des cas, c'est à peu près les mêmes symptômes que chez les hommes. Si on prend l'infarctus du myocarde, donc c'est véritablement une douleur thoracique oppressive qui sert comme un étau. Maintenant, chez certaines femmes, on peut avoir une présentation plus atypique, à type de nausées, vomissements, sensation de malaise. Et donc, il faut ne pas passer à côté de ces cas-là, parce que le traitement de l'infarctus du myocarde, plus on va vite et moins il y a de dégâts au niveau du myocardiaque. Donc, c'est important que ces symptômes-là soient également connus des femmes et qu'on garde en tête que de plus en plus de femmes sont exposées aux facteurs de risque cardiovasculaire et donc qu'elles sont plus à risque de développer des maladies cardiaques. Il y a un phénomène que l'on voit apparaître ces derniers temps, Ada, vous qui êtes cardiologue et spécialisée dans la santé des femmes, justement, il y a le phénomène Takotsubo. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, le Takotsubo, donc c'est un terme japonais qui désigne un pot qui sert à pêcher les pieuvres, les poulpes. Et ce sont essentiellement des équipes japonaises qui ont mis en évidence cette maladie dans les années 1990. Donc, généralement, ce sont des femmes. On a 9 femmes pour 1 homme qui sont touchées. Le contexte, c'est un grand stress. Donc, ça peut être un stress psychologique, mais ça peut également être un stress physique, comme une infection, une anesthésie générale ou une fracture ou une intervention chirurgicale, le fait d'aller chez le dentiste également parfois.
La présentation est la même qu'un infarctus du myocarde. Simplement, lorsqu'on va regarder les artères du cœur, les artères coronaires, eh bien, on ne retrouve pas de plaques de graisse ou de caillots de sang qui obstruent l'artère. Et puis, si on réalise également une échographie cardiaque, on va voir une région qui va être sidérée, qui ne va plus se contracter, comme si cette région était morte. Et tout cela mime un infarctus. Cela étant, c'est une maladie qui peut être réversible, qui est généralement réversible, mais qui peut être dangereuse à la phase aiguë, les 24-48 premières heures, où on peut avoir des troubles du rythme cardiaque jusqu'à l'arrêt cardiaque. Donc, on peut mourir effectivement d'un stress psychologique, on peut avoir le cœur brisé. C'est comme ça qu'on appelle également cette maladie, la maladie des cœurs brisés. Pourquoi 9 femmes pour un homme? On pense qu'il y a une explication hormonale, et ce sont notamment les femmes ménopausées qui sont touchées. Mais on voit de plus en plus de jeunes femmes également développer cette maladie. Et si on veut expliquer la physiopathologie, lors d'un stress, alors généralement c'est un stress psychologique, mais ça peut être un stress physique, on a une décharge d'adrénaline et cette adrénaline va aller se fixer sur des récepteurs au niveau du cœur, va saturer ces récepteurs et c'est pour ça qu'une région du cœur va arrêter de se contracter comme si elle était morte. En fait, elle est juste sidérée à cause du stress, un peu comme sur une route de campagne lorsqu'on conduit la nuit. Un animal passe devant les phares et reste paralysé. C'est à peu près le même phénomène. Donc, quand une femme a dit « tu me brises le cœur, il faut que je fasse attention ». Eh ben, c'est vrai, c'est vrai. On peut mourir de chagrin, tout à fait. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a des messages de prévention, justement, Zineb Ouazane, tu t'occupes de la médecine du travail, de la santé et de la prévention dans les entreprises. Est-ce qu'on a des messages de prévention adressés aux femmes, justement? Alors, aux femmes, déjà, c'est, comme l'a dit Ada, c'est déjà d'évaluer ces facteurs de risque cardiovasculaire. Et bon, on n'est pas là pour faire la liste des facteurs de risque, mais c'est déjà se poser la question, d'en parler à son médecin traitant, son médecin du travail. On est là pour ça, puisqu'on fait de la prévention en première ligne. Je l'ai répondu sur le chat au SIAMP, mais comme dans d'autres services de santé au travail, on est investi dans la sensibilisation des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on peut être tout à fait à même de mener des actions dans ce sens et sensibiliser et justement aiguiller les femmes, leur dire « mais attention, vous avez un risque important, vous n'avez rien, tout va bien aujourd'hui, mais attention, allez consulter, allez faire le point, peut-être qu'on peut vous éviter un accident, ou bien on peut aller carrément, bon, tout va bien, les artères sont en bon état, mais on a conscience des facteurs de risque importants, donc pour éviter l'accident dans quelques années, on peut peut-être faire de la prévention primaire, qui est quand même notre dada en médecine du travail, et dire, mais attention, faut bouger, essayez d'améliorer votre alimentation, essayez de vous occuper de votre contexte psychosocial, de votre équilibre psychologique, enfin voilà, bref, tous les facteurs qu'on va essayer de sensibiliser et de vraiment adapter les conseils à chaque femme qu'on va rencontrer. Ada, il y a dans le public Dr André qui nous pose la question, quelle serait la prévalence en France du phénomène Takotsubo? Alors, on estime que c'est à peu près 10% de ce qu'on nomme les syndromes coronaires aigus, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant l'infarctus du myocarde ou la menace d'infarctus du myocarde. On estime que c'est à peu près 20 000 cas diagnostiqués par an, mais on passe à côté de beaucoup de cas qui ne sont pas diagnostiqués. Fort heureusement, cette maladie ne se solde pas obligatoirement par un trouble du rythme cardiaque et le décès. Après un deuil, par exemple, une veuve
peut se sentir mal, sensation de malaise, avoir du mal à respirer et développer un takotsubo. Et pour l'entourage, ces symptômes sont normaux, font partie d'une certaine dépression dans un contexte de deuil et la personne n'ira pas consulter. Et puis, il y a aussi malheureusement les morts subites, des gens qui meurent à domicile sans avoir d'explication. Et lorsqu'on refait le contexte un petit peu biographique et notamment les jours précédents, on se rend compte qu'il y a eu soit un très gros stress psychologique, soit une vie faite de stress minime mais répété. Et si j'ai un conseil à donner véritablement, c'est nous avons la chance de vivre dans un pays comme la France. Stressons moins, profitons de la vie, profitons de chaque instant, parce que le stress, c'est véritablement un facteur de risque qui devient de plus en plus important dans nos sociétés. Merci Ada. Juste une question, justement, on a bien vu le phénomène de rattrapage des femmes versus les hommes, notamment dans le comportement à risque, tabac, alcool, sédentarité et bien d'autres choses encore. Comment on peut inverser la tendance? Parce que j'ai l'impression que depuis la loi Evin, puis la loi Bertrand pour le tabac, non, les hommes, autant les hommes ont bien ralenti, voire même arrêté. On a vu une progression, une accélération de la part des femmes, notamment les jeunes femmes. Comment on pourrait inverser la tendance? Si on avait la clé, on l'appliquerait depuis un bon moment, malheureusement. On a beau multiplier les campagnes de sensibilisation, c'est vrai qu'on a du mal à toucher cette catégorie de la population. Je pense que de plus en plus, les jeunes femmes veulent devenir l'égale des hommes et malheureusement prennent également les mauvais comportements. J'ai bon espoir que cette tendance va s'inverser lorsque la parité sera plus effective dans nos sociétés. Elles auront peut-être moins le souci d'adopter des comportements masculins. Voilà. C'est une tendance. J'ai bon espoir quand même que ça va s'inverser. Voilà. Alice, on est, pendant que vous étiez cachée, en fait, j'ai raconté plein de bêtises, heureusement que vous n'étiez pas là. Non, plus sérieusement, lors des états généraux que vous avez pilotés, oui, vous avez identifié aussi un certain nombre de choses et puis trouvé aussi, préconisé un certain nombre de solutions, notamment vis-à-vis des comportements à risque des femmes dans la société. Oui, alors, enfin, les états généraux sont… Alors, je vais même faire mieux que ça. Hein. Je vais reprendre les cahiers des états généraux directement pour ne pas me tromper dans les solutions qu'on a trouvées. Nous, les enjeux, c'était vraiment la place professionnelle de la femme dans la santé. Et nous, alors, c'est pareil. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on arrête d'essayer d'être des surhommes en étant des femmes, et même en étant un homme, d'ailleurs. Cette espèce de société à la performance, etc., on est franchement contre, en fait, dans Femmes de Santé. Alors, en fait, on a prévu 6 solutions, nous. D'abord, évidemment, la communication, une campagne gouvernementale qui met en lumière les femmes qui font la santé, mais qui fait aussi des vies ma vie et qui dénonce le côté complètement transparent, etc. des femmes. Donc ça, c'est une des premières résolutions parce qu'on a maintenant, on est 1928 exactement, et on peut pousser ça. J'ai été à la communication pour l'État, et franchement, faire une campagne de communication, c'est pas insurmontable du tout, et c'est même plutôt facile. Impactante de surcroît, c'est vraiment très facile avec un sujet comme ça, donc c'est pas insurmontable. Nous, on veut un modèle professionnel, par exemple, qui normalise la maternité. C'est normal d'être enceinte, c'est normal de faire un bébé, c'est normal de ne pas en faire aussi. Mais en tout cas, d'en avoir un, ça ne doit pas être un sujet, ça ne doit même pas être un problème. Et quand on normalise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est déjà prévu pour chacun des postes et pour chacune des femmes qui le souhaitent. Et tout est déjà écrit, prévu. Et le sujet de la maternité n'est pas un tabou et est déjà abordé dès le début. Quand on a ça, et dans les services et dans les entreprises, quand c'est déjà prévu, le sujet que ça arrive n'est plus un sujet.
Donc ça, c'est un point très important. On veut une charte d'entreprise et d'institution qui valorise l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et là, on parle des 18 heures de tout à l'heure. Alors effectivement, aujourd'hui, on est complètement le contre-exemple. On va dire que c'est l'exception qui termine la règle. Si tout le monde décidait qu'il n'y a pas de réunion après 18 heures, c'est-à-dire pas de réunion après 18 heures, ça ne veut pas dire qu'on la commence à 18 heures, à 17h55. C'est à 18 heures, il n'y a plus de réunion, tout est bloqué. Et qu'il n'y a pas de petite réunion dans le bureau du directeur ou de la directrice générale jusqu'à 8 heures, etc. Mais que ça s'arrête à 18 heures. C'est les pires, les directrices générales, hein, c'est les pires. Hein. Je ne sais pas. Moi, j'essaye d'arrêter les réunions à 18 heures chez nous. Et pour l'instant, à part la réunion du comité d'organisation du collectif, qui est comme d'exception qui confirme la règle, on n'a pas de réunion après 18 heures. On arrive à le mettre en place. Et quand on organise des choses, on n'y passe pas les week-ends non plus. On s'organise, quoi. Et ça marche aussi bien qu'ailleurs. Donc, c'est faisable et c'est réalisable. Et ça, c'était très, 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 très important pour toutes les femmes de santé. Je reprends, et pardon, mes petites anti-sèches, parce que c'est important pour moi de pouvoir vous dire la vérité de ce qu'on a vécu. On a aussi, il y a une loi qui vient de passer qui dit que maintenant, les investissements et les investisseurs et les investissements publics doivent publier les investissements qu'ils font sur des projets portés par des femmes. Nous, on va plus loin. On dit, faut arrêter là, il faut carrément des quotas. C'est tellement faible, de toute façon, que même si on met un petit quota, on sera de toute façon gagnante. Et c'est rare parce qu'on n'est pas favorable aux quotas. On n'est pas favorable au quota, par exemple, quand on a des nominations à des postes, à dire qu'il faut obligatoirement une femme avant qu'il y ait les candidats. Par contre, on est pour les quotas, pour qu'il y ait un nombre de candidates et un nombre de candidats qui soient équivalents. Et tant qu'on ne l'a pas, et qu'il manque des femmes ou qu'il manque des hommes d'ailleurs, on va aller les chercher pour qu'on ait une égalité des candidats et qu'à la fin, on ait idéalement 4 candidats et qu'il y ait une parité dans les 4 qu'on doit sélectionner pour choisir le ou la meilleure. Voilà. Et là, il n'y a plus de notion de perception des uns, de se dire mais est-ce que j'ai eu mon poste parce que je suis une femme, de perception de l'autre de dire mais elle a eu son poste parce que c'est une femme. Non, mais on marche sur la tête complètement, hein, vraiment. Des femmes compétentes, il y en a mais des milliers. Des hommes compétents aussi. Par contre, des femmes qui ne postulent pas et qui sont en autocensure, il y en a aussi des milliers. Et ça ne va pas. Et ça, il faut les inciter. Et c'est une bonne façon de le faire. C'est hyper simple en fait, hein. C'est quand même pas très compliqué à mettre en place. Et c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Donc ça, c'est des principes d'accompagnement qu'on veut et on veut que les investisseurs, ils aient des quotas parce que les femmes ne sont pas plus stupides que les hommes pour monter des projets. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait cette espèce de non prise en compte des projets portés par des femmes parce que ce sont des femmes. Moi, j'ai eu des questions. Alors moi, je suis un peu trop vieille, mais j'ai eu des questions posées à des femmes par des investisseurs devant moi qui est est-ce que vous prévoyez de faire un enfant? Mais tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Est-ce que tu demandes aux hommes s'ils prévoient de faire un enfant? Si, ma DRH m'a posé la question et je lui ai dit que voilà, elle a fait la tête quand je lui ai annoncé que j'étais peut-être enceinte, donc voilà. Mais bon, c'est un autre sujet. Non, mais c'est une chose que. Mais comment on peut oser poser la question encore? C'est dingue. Hein, c'est très souvent. Et maintenant, on est dans le schéma de l'investissement, donc c'est encore pire parce que j'ai entendu dire aussi qu'on misait sur des chevaux. Enfin voilà, faut arrêter. C'est vraiment. Ceci dit, Alice, on a en fait en termes d'auto-entrepreneurs ou entrepreneurs, on a bien vu qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans les domaines de création d'entreprises. Je ne sais pas. Je vous pose la question. Pourquoi? Parce que l'autocensure qui revient encore et toujours. Elle ne se lance pas. Sur le sondage, j'en profite pour vous donner le résultat du sondage voté par le public. En fait, il y a 44% qui ont bien trouvé qu'il y a plus de 50% des femmes médecins. Et il y en a quand même 25% qui le sait pas. Hein. Pourquoi? Et puis la dernière résolution, alors là, les 2 dernières, je vous les fais vite. Hein. On veut accompagner les femmes dans les établissements de santé et dans les entreprises pour permettre d'oser plus. Et donc là, on parle notamment de postuler poste à responsabilité. Donc il y a ces fameux quotas, mais il y a surtout mettre en place des formations en entreprise et dans le secteur public pour casser cette autocensure et développer le leadership et la confiance en soi. Et ça passe par des ateliers mixtes aussi, par du mentoring mixte aussi, par du média training et de l'accompagnement. Et ça, il ne faut pas le négliger parce que c'est de la discrimination positive, certes, mais cette discrimination positive, elle est nécessaire parce qu'il y a justement culturellement cette autocensure qui est là et ces normes sociales qui sont là,
qu'il faut trouver un moyen de les briser. Et les briser, on peut le faire, mais il faut de l'aide pour le faire. Et ce n'est pas un sujet d'aider les femmes pour ça. Et donc, on veut aussi les aider, et c'est aussi l'objet de Femmes de Santé. Et ça, ce n'est pas nous qui proposons. Là, je vous fais l'écho des femmes du collectif et pas des membres de l'équipe qui organisent. Elles veulent qu'on les forme et qu'on les aide à utiliser des réseaux sociaux pour favoriser et à faire du networking, parce qu'on sait aussi que les promotions, les postes à responsabilité, ils viennent aussi avec ce mode de fonctionnement-là, que les femmes ont beaucoup moins. Alors, je vais rentrer dans la caricature, mais parce que c'est vrai qu'on rentre le soir comme machin, tout ce qu'on veut. Et puis, on peut aussi faire du networking à des petits déjeuners le matin, et on n'est pas obligé de faire les after-work tard le soir non plus. Voilà. Enfin, il y a plein de solutions possibles qu'on ne fait pas et qui devraient être mises en place. Et enfin, elle nous demande, c'est pour nous ça, pour le coup, de créer un label Femmes de Santé contre le sexisme et les discriminations envers les femmes au travail qui inclurait tout un schéma de mise en place pour lutter contre ça et de faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité des genres dans le travail. Donc là, je ne vous raconte pas le boulot, merci mesdames. C'était le cadeau à l'équipe organisatrice du collectif, mais elles nous l'ont demandé, alors on va le faire, mais peut-être en 2023. J'ai une question sur on a vu récemment une campagne de dépistage de l'endométriose, en plus avec l'engagement d'Emmanuel Macron en tant que président de la République. C'est bluffant. Donc, pourquoi on en arrive là? Il était temps. Qu'est-ce qui fait que… Non, mais justement, parce que pour moi, pourtant, je suis médecin, mais pourquoi d'un seul coup, on sort l'endométriose comme ça du panier? Il y a d'autres maladies. Pourquoi, justement, Dr Voisin, pourquoi d'un seul coup on sort ce sujet particulier? Mais je pense qu'on sort parce que, enfin voilà, pour répondre à Ali, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui maintenant osent et qui maintenant parlent. Voilà. Donc, je dirais qu'il y avait quand même, il y a plusieurs facteurs. Après, bon, vous pouvez donner vos sentiments aussi, mais avant, la douleur, c'était accepté comme normal chez la femme, en fait. C'est normal de souffrir quand on est une femme, puisqu'on accouche, on a molle, c'est atroce. Enfin, voilà, on a des douleurs de règles, c'est atroce. Mais c'était normal, ça fait partie de la vie, voilà. Donc, on n'avait pas le droit de se plaindre. Donc là, en fait, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont conscience qu'elles veulent avoir une vie normale, pouvoir travailler normalement, sans pouvoir se justifier et dire, bah, voilà, j'ai des règles hyper douloureuses, je ne peux pas me lever aujourd'hui. Et que justement, ça a impacté leur qualité de vie. Donc, elles ont, y compris les femmes de santé, parce que je pense qu'il y a aussi des femmes, les femmes qui travaillent dans la santé, elles ont été, je pense, encore plus sensibilisées, puisque quand on voit que l'endométriose, ça touche une femme sur 10, et que parmi ces une femme sur 10, il y en a 70% qui ont mal, et il y a des enquêtes qui le montrent. Il y a une association, d'ailleurs, j'encourage les femmes et même les hommes à consulter le site web du Endo France, qui explique très bien ça, qui donne pas mal de conseils. Les gens ont une méconnaissance de cette maladie, alors qu'on sait qu'en fait, elle existe depuis le 19e siècle, et que jusqu'à même pas moins de 10 ans, voire même pas il y a 4-5 ans, il y avait zéro traitement. Enfin, voilà. Donc, on disait, t'as mal, c'est normal, reste chez toi, et souffre en silence. C'est pas acceptable. Et donc, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui en ont, comme on parle de la douleur au sens général, je pense qu'il y a aussi un travail des centres antidouleurs pour plein de maladies. Je pense que c'est dans l'histoire un peu de la médecine et des associations de malades de prendre en charge la douleur, quelle que soit la maladie. Et je pense que tout naturellement, les douleurs de femmes viennent enfin maintenant, on va dire enfin. Et que j'ai lu quelque part que c'est un peu aussi parce qu'il y a une histoire de précarité des femmes en matière de protection. Est-ce que c'est juste ça, c'est une question économique, ou on va au-delà de l'aspect économique et financier, on est plus dans une question de gestion des douleurs, ou voire même de dépistage, parce que je pense qu'il y a surtout ça. Je peux prendre la parole là-dessus. Le point de départ,
je pense que le point de départ de se faire sociétal, qui libère quand même la parole autour de tout ce qui est règle, on va l'appeler comme ça. Hein. Enfin, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas te dire des mots savants, hein, je vais parler comme une patiente, ou en tout cas comme une femme, plutôt en l'occurrence là. La précarité menstruelle, comme on l'appelle, en fait, ça a été un point de départ où on s'est rendu compte d'abord que je crois qu'il y a un tiers des SDF qui sont des femmes déjà, alors ça, les gens ne le savaient pas. Ensuite, comment elles se protègent au niveau des protections périodiques, ça c'était un autre problème. Et il y a des associations qui se sont mises à parler de ça. Et puis, il y a quand même un phénomène qui vient des jeunes femmes. Il ne faut pas oublier, alors je vais dire un truc un peu cru, hein, mais il y a 15 ans, le clitoris, on n'en avait jamais entendu parler, etc. Les jeunes femmes de maintenant, elles, ont des blogs d'Instagrammeuses qui parlent de la santé sexuelle, qui parlent du plaisir sexuel des femmes et qui parlent allègrement et tranquillement des règles. Et donc, elles baignent, elles, dans un côté qui est presque un peu, et pardon, le terme est négatif alors que je vois ça d'un œil très positif pourtant, presque un peu activiste sur normalisons les règles, après tout ça suffit, normalisons ces règles. Et puis finalement, si c'est un truc où on saigne, pourquoi, et si c'est un truc de santé, mais pourquoi on ne serait pas remboursé de ces protections périodiques finalement, parce que finalement, il s'agit du sang, c'est de la santé, pourquoi ça ne serait pas un truc de soin. Et en fait, ça a quand même ouvert le champ et la parole à d'autres. Moi, je trouve que ces jeunes femmes courageuses qui allaient loin, hein, qui allaient jusqu'à se balader dans la rue en pantalon blanc, en ayant leurs règles pour qu'il y ait des traces, etc., et qui se mettaient en scène sur les réseaux sociaux pour dénoncer ça, c'était quand même, fallait oser. Enfin voilà, moi jamais j'aurais osé un truc pareil, et je pense que la plupart des femmes n'oseraient toujours pas. Mais c'était le point de départ qui ont fait que, mais mince, parlons de notre vie de femme, quoi. Et partageons-le, parce que ça ne doit pas rester entre deux portes quand on a de la chance entre une mère et une fille. Justement, public, vous avez la possibilité de voter sur votre côté droit pour le sondage. Selon vous, l'endométriose concernerait 10% des femmes en âge de procréer, 1% des femmes en âge de progrès. Vous ne connaissez pas cette maladie. Allez-y, vous pouvez voter. Dans la partie, justement, sur la... Et je crois que c'est Zinab qui en a parlé tout à l'heure. On sent qu'après la vague MeToo, il y a une levée de tabou, une levée de parole, une libération de la parole chez les femmes. Est-ce que, ou est-ce qu'il y a encore un autre phénomène qui nous arrive comme ça? Qu'est-ce qui fait que maintenant, de plus en plus, on s'occupe de la santé des femmes? Que même des hommes comme moi, on arrive à en parler. Donc ça, c'est parce que Alice a lancé les états généraux, donc on se met tous en rang d'oignon pour l'écouter. Oui, on va en parler l'année prochaine, hein, avec plaisir. Il y a à peu près 20 ans, quand j'étais externe, en stage en gynéco-obstétrique, j'oublierai jamais une consultation où une jeune étudiante qui devait passer un concours dans une école prestigieuse était venue consulter pour avoir transitoirement la pilule pendant 2 ou 3 mois parce qu'elle avait tous les symptômes de l'endométriose. Ça, je l'ai compris rétrospectivement. Sa crainte, c'était de ne pas pouvoir être performante le jour du concours. Et elle décrivait des douleurs atroces, invalidantes. Et j'oublierai jamais la réaction de la gynécologue, pourtant une femme, qui lui répondait: écoutez, c'est normal d'avoir des douleurs pendant ces règles. Pour toutes les femmes, c'est pareil. Merci, au revoir. Donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée. J'arrivais pas à mettre des mots exacts sur le diagnostic. Après, j'ai compris qu'il s'agissait d'endométriose. Et effectivement, le fait que la parole des femmes se soit libérée, que les tabous soient moins importants, a joué beaucoup dans cette prise de conscience de cette maladie. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la prévalence. Je pense qu'elle est encore sous-estimée, mais c'est une maladie qui est particulièrement invalidante et qui pèse dans la qualité de vie des jeunes femmes en âge de procréer. Donc, fort heureusement, on en parle, on sensibilise, de plus en plus de femmes sont diagnostiquées et c'est vraiment un progrès pour la vie des femmes en tout cas.
Donc, le public a bien trouvé, hein, 86% ont trouvé que ça s'estimait à 10% des femmes en âge de procréer. Zineb, justement, lorsqu'on en milieu du travail, lorsqu'on est médecin, femme, médecin du travail, et qu'on a en face de nous quelqu'un qui souffre de cette pathologie-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider dans le maintien en emploi? Alors, écoutez, en fait, pour moi, l'endométriose, c'est une maladie chronique comme une autre, hein, donc elle a droit à la même prise en charge que je dirais qu'une maladie du cœur, qu'une maladie du foie. Donc voilà. Donc ensuite, les dispositifs qu'on a en place sont à peu près les mêmes que pour les autres maladies chroniques. Donc ça va être des aménagements de poste adaptés, ça va être peut-être un temps partiel thérapeutique, parce qu'on sait que souvent l'endométriose, au début, quand les femmes elles souffrent, il y a souvent un temps de latence avant d'avoir un équilibre du traitement. Il y a un impact justement sur l'amélioration de la qualité de vie. Donc on peut faire un temps partiel. Voilà. Après, je pense que il n'y a pas de dispositif vraiment spécifique à l'endométriose. Je pense que c'est d'être sensibilisé, de reconnaître qu'on a cette maladie et que peut-être le médecin du travail a un vrai atout à aider ces femmes-là. Alors après, la difficulté de cette maladie chronique, c'est que c'est une maladie qui est invalidante, mais qui ne prévient pas. Voilà, ce n'est pas une maladie chronique continue, c'est une maladie, on a mal la nuit tout d'un coup et le lendemain, on ne peut pas se lever, on ne peut pas y aller. Donc souvent, moi j'ai déjà pris en charge 2 femmes pour de l'endométriose et on a beaucoup discuté avec son manager, son employeur et en fait, elle s'est arrêtée 2-3 jours par mois. L'employeur m'avait sollicité au bout de plus d'1 an et il se demandait ce qu'elle avait, je l'avais rencontrée et en fait, elle avait de l'endométriose, et pour cette dame-là, ça a été compliqué de mettre en place des aménagements. Elle aimait bien son boulot, elle n'avait pas le télétravail, oui, mais quand elle a mal, c'était compliqué de travailler même en télétravail. Donc moi, ça a été difficile de trouver une méthode pour elle, à part lui dire, vous vous arrêtez inopinément, je vais expliquer ça à votre employeur que vous n'avez pas le choix, que de toute manière, vous avez une affection qui fait que ça prévient pas, quoi. C'est le matin, vous appelez et en fait, vous êtes incapable de vous lever. Et ça, quelquefois, vis-à-vis des employeurs, des managers, des collègues, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, c'est un peu difficile à entendre. Donc, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a une maladie qui, du jour au lendemain, ça nous empêche de travailler et qui peut durer 2-3 jours. Voilà. Il y a une maladie qui vient d'arriver qui s'appelle le virus coronavirus qui peut très bien, et d'ailleurs le gouvernement nous a donné la main pour s'auto-déclarer comme quoi on ne peut pas venir bosser parce qu'on est soi-disant atteint par le virus. Donc on peut très bien imaginer ce dispositif à la disposition des femmes qui sont porteuses d'endométriose, hein, pourquoi pas, hein. C'est une très bonne idée qu'il faudrait porter par, y compris les associations et les partenaires sociaux. Ce serait très intéressant de voir l'impact. Merci Zineb. Avant de passer la parole et surtout la caméra à Joyce pour qu'elle nous montre des exercices pour votre bien-être, mesdames. Vanina, qu'est-ce qu'on peut dire, et Vanina et Joyce d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'éducation des femmes justement pour qu'elles puissent bien s'occuper d'elles, déjà en premier lieu, et puis surtout pour travailler sur leur bien-être et leur santé de façon pérenne. Vanina? Non? Très bien. Moi, je constate en fait que toutes les propositions que fait aux femmes ou aux hommes aussi, c'est un moyen de rester en lien avec soi-même. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont coupées de leur corps et de leurs sensations. Or, quand on est dans son corps, quand on sait reconnaître des moments où l'énergie semble être un peu plus haute ou un peu plus basse, c'est déjà une bonne prévention parce qu'on sait qu'à ce moment-là, ça ne va pas et donc on peut anticiper sur consulter ou ne pas consulter. Donc, c'est vrai que rester en contact avec soi-même, c'est hyper important et c'est quelque chose qui n'est pas présent beaucoup maintenant, de nos jours. On est plus attiré par ce qui se passe à l'extérieur que ce qui se passe en soi-même. Vanina ? C'est vrai que moi, au sein des entreprises, des interventions que j'organise, c'est un moment pour les hommes et les femmes, principalement les femmes qui viennent.
Et c'est vrai qu'on on leur explique, on leur donne des astuces, des conseils pour apprendre à lâcher prise, à s'écouter, à s'accorder un moment pour elles, souvent à l'heure du déjeuner parce que le matin elles courent, le soir elles courent. Donc c'est vrai que c'est le midi qu'elles peuvent s'octroyer une petite bulle d'oxygène. Et en fait, elles font cela et ça leur fait énormément de bien. C'est-à-dire que nous, tous les retours qu'on a avec Joyce en entreprise, et on travaille dans plusieurs grosses entreprises, c'est vrai que c'est comme si elle découvrait un monde parallèle avec les médecines douces qu'elle ne connaissait pas. Parce que souvent, on va vers les médecines douces quand on a un gros souci ou en parallèle d'une médecine traditionnelle, parce que c'est complémentaire à la médecine traditionnelle, ça ne remplace pas, bien entendu. C'est vrai que nous, on offre des outils pour voilà, accueillir ses émotions et mieux les gérer. Et c'est vrai qu'en cela, c'est une éducation qui peut se faire dès la maternelle. Hein. Il y a des cours de méditation parfois qui se font dans les classes. C'est vrai que souvent, les professeurs se rendent compte que quand ils commencent la journée avec une petite méditation, un petit moment de calme et de bienveillance les uns envers les autres, et la journée se déroule mieux. Donc, parler d'éducation, c'est vrai que ça peut arriver dans les écoles, c'est très bénéfique. Et ensuite, continuer dans le milieu professionnel pour aider et conseiller ses salariés, autant hommes que femmes, même si les femmes sont plus réceptives. Mais souvent, les femmes sont plus courageuses au début pour essayer les ateliers. Et ensuite, ça fait boule de neige. Elles en parlent à leurs collègues. C'était vraiment bien, ça m'a fait du bien. Je dors mieux, je suis moins stressée quand je me fais agresser par des clients. Parce que je travaille avec le DHV, c'est vrai qu'il y a des caissières, il y a des vendeuses. Parfois, voilà, se font un peu maltraiter par les clients. Et la femme leur apprend à laisser passer, à mieux gérer toutes ces émotions qu'elles reçoivent et qu'elles ressentent. Donc, c'est vrai que c'est l'éducation. Et il y a des professionnels qui font ça très bien, des sophrologues, voilà, des professeurs comme Joyce en automassage, parce qu'on peut soi-même se prendre en charge une fois qu'on a appris les bons gestes. Donc tout ça, c'est de l'éducation, oui. Vanina, je pense qu'on va laisser l'antenne à Joyce. D'ailleurs, on va vous offrir, mesdames, justement, quelques exercices pour améliorer votre bien-être et vous relaxer en cette fin de soirée. Donc, Joyce, à vous. Bonjour à tout le monde. On va se connecter ensemble pour un petit moment très court, mais très intense, en tous les cas au niveau énergétique, d'automassage. On appelle ça le Douyin. Ça nous vient du Japon et ça s'appuie sur les règles de la médecine traditionnelle chinoise, à savoir comment faire circuler, comment harmoniser cette énergie qui correspondrait un peu au carburant que vous mettez dans une voiture. Si vous avez une voiture avec un beau moteur, mais que vous ne mettez pas d'essence, votre voiture restera sur place quand vous activerez le contact. C'est la même chose pour l'être humain. On a une belle machine, mais il faut penser à bien faire les réglages, mettre ce qu'il faut comme carburant pour pouvoir avancer, puisque le corps, c'est vraiment un véhicule. Donc, je vous propose tout simplement de vous asseoir là où vous êtes et puis de déposer bien à plat vos pieds sur le sol, d'étendre le corps. On n'a pas besoin d'être alluré ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans la détente. Moins on fait attention à ce que l'on fait et plus l'énergie va passer. Parce que très souvent, l'énergie ne passe pas parce qu'il y a beaucoup de tension, beaucoup de stress. Donc, plus vous allez parvenir à lâcher prise et plus l'effet va se faire ressentir. On va commencer donc une série d'automassages du printemps parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, non seulement on reste en contact avec soi-même, avec son énergie, mais aussi avec l'énergie plus vaste de la nature qui nous entoure. Et donc, on travaille de façon saisonnière, de façon calendaire. Donc, en ce moment, l'énergie qu'on va travailler avec les automassages ou d'autres pratiques que je peux proposer, c'est l'énergie du printemps. L'énergie du printemps, elle est fondamentale dans notre année à venir. C'est là que tout commence. Alors, pour faire toujours ce parallèle avec la nature, eh bien, en hiver, les arbres vont loin dans leurs racines pour puiser la sève qui va souterrainement d'abord
et puis extérieurement après leur permettre de repartir pour une année et de faire des branches, des petites feuilles et des fruits quand tout se passe bien. C'est la même chose pour l'être humain. En hiver, on a cette sensation de repli à l'intérieur, on n'a pas énormément la pêche, on se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et bien, en fait, c'est assez normal, on est en saison hiver et l'énergie est descendue loin dans la terre, il faut aller puiser là et remonter pour repartir et se lancer dans cette saison énergétique importante qu'est le printemps. Donc, c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui à faire pour vous, convoquer cette énergie de printemps qui va vous assurer bien-être pour toutes les saisons à venir. Allez, on se pose les mains sur les genoux, on lâche bien les épaules, on fait un peu de grimace avec les mâchoires, parce que très souvent, tout ce qui est bas du visage est tout à fait très serré. Voilà. Et puis, on va mettre les mains dos à dos et on va inspirer doucement, comme si on montait le long de l'arbre. Hein. Et puis là-haut, vos deux mains se retournent, c'est paume contre paume qu'elles se serrent. Et puis simplement, voilà, on réveille un petit peu le corps. N'hésitez pas à faire un petit peu de cercle comme ça. Là, on est en train de faire le réveil de tout le corps. Et puis maintenant, on expire doucement. Et plus le travail va se faire en profondeur, expiration. Et on va poser la main, gauche ou droite, peu importe, sur la zone du nombril. Et j'enlève mon pull. Et la main droite ou l'autre au niveau du plexus. Voilà, comme ça. Et la main sur le pied. Et on inspire. À l'inspire, on sent encore le ventre qui se gonfle. Et à l'expire, le ventre qui se dégonfle. On ferme les yeux, on fait 3 fois cette respiration. J'inspire tranquillement. Et j'expire. Encore une fois, l'inspire, on peut imaginer une belle énergie de printemps qu'on inspire. Et à l'expire, un brouillard, l'autre énergie dont on se débarrasse. Et on va pouvoir commencer les automassages. Tout simplement, on réunit les deux mains, paume contre paume. On masse bien les deux paumes. Et on va aller solliciter cette énergie en allant, en choisissant, je vais choisir certains points qui sont en lien direct avec soit les organes, soit les fonctions, les grandes fonctions du corps. Les grandes fonctions du corps, c'est la respiration, c'est la circulation sanguine, et puis c'est la digestion. Donc, on va s'occuper de ces fonctions, les relancer, les harmoniser, les équilibrer. Puisqu'on a remarqué que quand toutes ces fonctions étaient équilibrées, eh bien, c'était l'état de bien-être. Alors, la main droite va masser le dessus du poignet gauche. La main dans le prolongement. Lâchez bien vos épaules, vous êtes bien détendu, pas de tension. Et puis, on masse entre les doigts. On retourne, je masse l'intérieur du poignet, la paume de main, entre les doigts. On va réunir le pouce et l'index de la main droite, comme si vous aviez une petite aiguille, et on va aller solliciter un point d'acupression. Voilà, vos doigts remplacent l'aiguille de l'acupuncteur, qui est le médecin traditionnel chinois, et on va aller masser le creux de la main, au centre de la main, de façon circulaire. Alors ça, c'est un point qui est très important dans la pratique d'automassage, puisque c'est le point qui nous permet de faire surgir l'énergie le plus vite possible pour pouvoir après l'appliquer sur tel ou tel point. Alors, vous le massez bien circulairement. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire le matin avant de partir. Masser quelques petits points, c'est vraiment une mise en route de l'énergie, mais dans le bon sens. Pas de façon forcenée, comme on est tous des fois. On sort du lit, on y va. Et c'est beaucoup de stress pour le corps. Non, non.
Avec ça, c'est de la mise à feu. Ce point s'appelle le palais du labeur. Alors, le palais, une maison plutôt chouette, labeur, le travail. Symboliquement, c'est le premier point qu'un ouvrier active quand il a son outil dans la main. Et dans la pratique d'automassage, c'est la mise au travail de ce que l'on va s'apprêter à se faire. Maintenant, on va masser les doigts. Vous commencez par le pouce. J'entoure le pouce de la main gauche. J'étire le doigt, je descends le long du doigt et je fais cliquer résonner l'ongle. On fait ça pour chacun des doigts. Chacun des doigts correspond à soit une fonction, soit un organe. On ne va pas les épier maintenant parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà, on réveille le grand arbre énergétique. Vous faites ça pour chacun des doigts, ce petit massage. J'entoure, je descends le long de l'articulation, j'étire et j'appuie sur l'ongle, toute la main. Parfait. Et maintenant, vous secouez. Et vous tendez votre bras devant en écartant bien les doigts. Vous y mettez une certaine force, comme si votre main était une palme de canard. Voilà. Et puis, vous serrez la main et vous faites un tour dans un sens et un tour dans l'autre. Là, on travaille sur toutes les articulations du corps. Les articulations correspondent un peu aux charnières des portes. Les charnières des portes, si elles ne sont pas huilées ou pas ouvertes souvent, eh bien, ça coupe le passage. Vous n'allez ni pouvoir ouvrir la porte ni la fermer. Dans le corps, les articulations, c'est le même principe. Ce sont des portes, des coupes énergie. Donc, si vos articulations, si vous ne mobilisez pas votre corps, il y a des endroits où ça va s'arrêter et l'énergie ne passe plus. Donc, avec cette pratique, on dénoue toutes les articulations et donc on empêche ces coupes énergie. Ce que j'ai fait avec la main de gauche, à la main de gauche, je vais faire la même chose à la main droite. Je masse le dessus du poignet à droite, la main dans le prolongement et entre les doigts. Je retourne l'intérieur du poignet, paume de main, entre les doigts. Je vais réveiller le point central, pousser l'index de la main gauche en contact, circulairement, je masse. Je n'oublie pas de respirer, de détendre mes épaules et de me laisser porter et par la voix et par ces gestes qui peuvent nous paraître particuliers. Mais une séance d'automassage, c'est un peu comme partir en vacances dans un pays nouveau, étranger. Quand on arrive, la voix, parler, souvent nous est étrangère. Les odeurs sont particulières, les personnes sont différentes. Et tout ça, ça nous déplace, ça nous fait voyager. Là, c'est la même chose, on se laisse porter. Et ce qui est très bien, c'est qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps, contrairement à ce qu'on pense. Donc, tant qu'on masse un point d'acupression, eh bien, on quitte le mental. Et ça, c'est déjà le début du soin. Les massages pour les doigts, je commence par le pouce de la main droite, j'entoure, j'étire le doigt, hop, j'appuie sur l'ongle, je vous montre bien, j'entoure, hop, comme ça j'étire et j'appuie sur l'ongle. Tout cela pour chaque petit doigt, chaque doigt son massage. On secoue pour faire glisser ce réveil déjà d'énergie. Je tends mon bras, j'écarte les mains, je fais un petit point et je déverrouille dans un sens et dans un autre. Et je rassemble l'énergie au centre. Théoriquement, vous devez déjà sentir un petit peu la chaleur dans la paume de main, mais c'est parce que vous avez activé ce circuit énergétique vital grâce à ces points d'acupression et grâce à la respiration qui est également différente. Le temps qu'on a placé ces petits points d'acupression, notre respiration s'est posée également, ce qui a un effet bien sûr sur la détente du corps. Et justement, on va enfoncer le clou un petit peu avec cette détente du corps. On va prendre la main et sur le front, en ralentissant le mouvement, on va passer la main à plat sur le front. Alors, ça peut paraître très étrange de faire ce mouvement au ralenti,
Mais en fait, en ralentissant le mouvement, on va passer sur le mode parasympathique. Au niveau du système nerveux autonome, si je ne m'abuse pas, ça représente une certaine détente. C'est un peu l'état dans lequel les personnes qui font de la grande méditation sont en permanence. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce type de parasympathique, ce mode parasympathique, c'est que dans ce cas-là, toutes les fonctions du corps sont opérationnelles et il n'y a pas ce fameux stress qui nous arrête tous plus ou moins dans l'autre mode qui porte bien son nom, le mode sympathique. C'est le mode sur lequel on est pratiquement tous, toute la journée, où tout est fait, mais avec toujours un stress, aussi menu soit-il. Et ce stress, on sait tout l'effet qu'il a sur le corps, et donc certaines fonctions passent à la trappe, à commencer par la digestion. Et la digestion, dans la vision asiatique, c'est pas simplement digérer ce que l'on mange, ou digérer ce que l'on boit, c'est digérer tout ce que l'on a à assimiler du monde également extérieur. Ça peut être des bruits, ça peut être des informations, ça peut être des personnes plus ou moins bienvenues dans votre vie. Voilà, donc il y a cette digestion qui est nécessaire. En énergétique chinoise, la digestion n'est complète que quand elle est faite au niveau de la nourriture, mais quand elle est faite aussi émotionnellement et psychologiquement. Donc c'est intéressant de comprendre que plus vous allez par moment vous installer, écouter le silence, ne pas remplir le silence avec du bruit, ralentir le mouvement, tout de suite, il y a un calme qui se fait mentalement, physiquement, émotionnellement. Et donc, il faut essayer de trouver des moments de la journée comme ça où on arrive à un petit peu se retourner vers soi-même. C'est comme le renversement du regard, on appelle ça en Asie. Donc, on va regarder à l'intérieur plutôt que être attiré par tout cet extérieur, tous ces bruits, toutes ces stimulations. Voilà, on fait taire le petit singe curieux, comme on dit également en Asie. Ils ont de très belles images qui sont un peu naïves, mais qui parlent énormément. On va faire des petits points sur le visage que vous pourrez faire et qui sont hyper efficaces. On passe au centre, on descend sur la ligne médiane du visage, hop, et arrivé en bas, on écarte et on masse bien. Vous faites ça 3 fois. C'est comme si vous passiez un gant de toilette. Parfait. Et maintenant, on va arriver vers les allergies de printemps. Donc, je vais vous donner 2 petites combines pour le faire, pour que ces allergies, ces rhinites, toutes ces choses-là soient moins fortes. Peut-être même les passer carrément. Moi, j'étais très, très allergique et je fais des automassages depuis très longtemps et j'ai plus d'allergie au pollen à présent. Alors, on descend comme ça. OK. Et puis, on masse bien de part et d'autre. Voilà, comme ça. Le sinus. Et maintenant, on débouche. En tapotant. Voilà, ça va renforcer l'énergie du poumon. Les poumons sont nos familles, mais pour qu'ils puissent déployer leur système de filtration comme il se doit, il faut activer ces poumons. Donc ça se fait avec des petits automassages comme ça, puis avec des respirations bien sûr. Parfait. Et maintenant, on va prendre les 2 index et on va mettre juste à l'angle de l'œil des petits points qui sont juste à l'angle qu'on appelle la vallée des larmes. Donc, en appuyant, on va faire 3 petits pompages. Donc, quand vous appuyez, vous expirez. Et quand j'inspire, je lâche un peu le doigt. J'expire, j'appuie. J'inspire, hop, je lâche la pression, encore une fois. Et je masse les yeux autour, contour des yeux. 1 fois, 2 fois, jusqu'aux tempes. Et là, aux tempes, je masse tranquillement, en ralentissant le mouvement. Et je retourne à l'angle de l'œil. Les petites pressions, j'appuie en expirant. Je relâche en inspirant. Encore, j'appuie. J'inspire. Encore.
et contour de l'œil. Hop, une fois, 2 fois, massage doux en détendant bien tous les muscles du corps. Parfait. Et maintenant, entre pouce et index, on va faire comme 2 petites pinces et vous attrapez la peau juste à l'angle de le bord interne de votre sourcil. Et vous déplacez un petit peu la peau, comme ça. Et puis après, au milieu, vous faites la même chose. Vous déplacez un petit peu la peau, vous pinceautez. Extérieur, on fait 3 fois ce petit chemin. Interne, milieu, extérieur. Et encore une fois, interne, milieu, extérieur. Et maintenant, vos 2 index encadrent la bouche et on va faire le massage extérieur des gencives. On inverse, le doigt du dessus passe au-dessus et inversement, on continue le massage. Parfait. Et maintenant, vos index vont à l'arrière des oreilles et vous massez. Vous frottez. Et puis, vous arrivez au bout des oreilles, le lobe, que vous étirez vers le bas. Parfait. Et avec le bout des doigts, vous tambourinez tout votre crâne. J'entendais tout à l'heure qu'une de nos intervenantes avait des acouphènes, si je me souviens bien avoir entendu ça. Alors, il faut savoir que c'est le fait de taper comme ça sur le crâne et puis de se servir du crâne comme caisse de résonance, hein, comme une percussion, ça aide beaucoup à passer les acouphènes. Donc, je me mets de dos, j'espère que vous allez me voir, voilà. Donc, quand on a des acouphènes, ce qu'on peut faire, c'est, on met les 2 pouces là, les pouces ou les index, comme vous voulez, vous obturez vos tympans et avec les doigts qui sont derrière, vous faites résonner votre crâne comme un tambour. Donc, vous vous appuyez comme ça, peut-être, voilà. Voilà. Le but, c'est que le tympan soit bouché, obturé, et donc en tapotant, votre crâne fait comme caisse de résonance. Voilà, plusieurs fois, et vous verrez que si vous le faites quotidiennement 2 ou 3 fois, pas longtemps, ça va aider au niveau des acouphènes. Allez, on tapote tout le crâne pour activer tout le travail qu'on a fait, toute l'énergie, relancer la circulation. Voilà, on tapote bien avec le bout des doigts. Expiration. On descend les mains tranquillement et on les pose sur les genoux. On peut fermer les yeux et on laisse la respiration naturelle se faire. Naturelle, c'est comme elle se présente. On ne s'interroge pas si elle va loin, si elle est courte, peu importe, elle correspond à votre moment. Et de toute façon, la respiration change tout le temps et s'acclimate en fonction des besoins et des situations. Donc là, on va sentir vraiment les épaules détendues. On lâche les épaules. On lâche les coudes, on lâche les mains, on détend les doigts, on détend le visage et même les paupières. Voilà, on sent comme si le château de sable s'effondrait tout doucement. Tout ce qui part, c'est ce qui est lourd. Tout ce qui est lourd en énergétique, c'est pas nécessaire de garder. C'est des choses qui peuvent retourner à la terre, elles se chargent de recycler. Et nous, on libère des espaces. Une bonne énergie vitale, quand elle circule, elle est légère. Donc, on ne sent rien dans le corps. Enfin, on sent rien. Rien qui dérange. Dès l'instant qu'on a une douleur, que ça coince, qu'on est arrêté, c'est qu'il y a un blocage de l'énergie. Et les blocages de l'énergie, il faut aller mettre les mains dessus, masser, tourner, voilà. Sentir sa peau et faire que ce mouvement se relance. Parce que le mouvement, c'est la vie. Et quand il n'y a pas de mouvement, ben, voilà, on sait la suite. On va libérer le haut des épaules. Allez, on remasse un petit peu. Parfait. La main droite va à l'arrière de l'épaule gauche et puis vous massez bien tout le haut des épaules. Ça, c'est un endroit qui est extrêmement tendu, qui a
toutes les mémoires de tensions qui nous arrivent dans notre vie, de fois des tensions très anciennes, des vieilles colères bien rentrées, ben, tout ça, ça s'entasse quand on ne les considère pas, et on a un petit tapis comme ça de colère bien épaisse qui entrave. Et quand ça entrave trop, ben après on a un problème de maux de tête ou une pensée, des pensées qui ne sont pas très fluides. Et quand ça ne monte pas vers le haut, ça va vers le bas et c'est le cortège, le balai de tous les maux de la colonne vertébrale jusqu'au sciatique qui sont invalidants. Donc ce qu'il faut, c'est toujours libérer sur les épaules. Donc là maintenant, vous massez bien. Voilà, vous n'hésitez pas à bien masser les trapèzes. Et puis, avec le poing fermé, vous rentrez le pouce à l'intérieur de votre poing et le poing est bien souple. Et bien, vous tambourinez comme ça. C'est un des outils de automassage. Chaque vibration va entraîner, chaque tapement va entraîner une vibration dans le corps, dans les organes, dans les tissus, et donc permettre que les tensions se montrent un petit peu leur bout du nez et qu'on s'en libère avec le souffle au cours de la pratique et qu'on récupère un corps plus confortable. Et quand on a un corps plus confortable, on a la tête aussi plus confortable. On va passer avec l'autre main à l'autre épaule. Je masse, vous massez, vous réchauffez. Après, vous malaxez tout ça comme du bon pain pour que ça devienne bien souple. Sinon, on a toute cette zone-là en béton, mais avoir les trapèzes en béton, ça peut faire plaisir, mais c'est un signe d'énergie qui ne passe pas. Donc, mieux vaut faire repasser un petit peu cette énergie vitale. On appelle ça le chi en Chine. Et dans les pratiques yogiques indiennes, c'est le prana. C'est la même chose. C'est cette énergie vitale qui anime toute forme de vie, hein, aussi bien l'humain que tous les mouvements dans la nature. Voilà, ok. Et maintenant, on tapote. On se sert du corps comme une percussion. Tout cela va vibrer et libérer des espaces. Hop. Et on lève les bras. Et on expire doucement. On lâche les épaules, les bras, toutes les tensions. Parfait. On pose les mains sur les genoux et on libère les cervicales. Doucement, on est gentil avec les cervicales. J'inspire vers la gauche, là, à l'arrière de la tête, j'y vais mollo. Je suis gentil avec mes cervicales et expire à droite. Voilà, vous faites 2-3 petits tours comme ça, toujours dans l'idée de libérer tout ce qui est articulation et charnière pour éviter qu'il y ait des endroits qui soient parfaitement arrêtés. Hop, de l'autre côté, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire et puis je balance comme ça. Parfait. Et maintenant, je masse un petit peu le cou, la glande thyroïde. Donc, je masse comme ça en descendant. Donc, là, on va stimuler cette zone. Et puis, on descend et on va tapoter la glande du thymus. Alors, avec toutes ces automassages, on va solliciter certaines glandes, certains systèmes hormonaux ou autres. Hop, et on ouvre. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'en fin de compte, on a juste besoin de ses mains et d'utiliser soit la percussion, soit le massage, soit je sais pas comment on appelle ça, masser vraiment en profondeur. Voilà, les percussions, le côté percussif. Et là maintenant, avec vos poings fermés, hop, vous massez la ligne centrale jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'on sente un peu une chaleur. On passe à l'arrière et on masse la zone des reins. On masse les flancs. Et puis, on ouvre les mains sur l'arrondi des épaules et on va libérer la cage thoracique. Donc, la cage thoracique, en Chine,
On appelle ça le carrefour des émotions. Si votre cage thoracique est fermée, eh bien les émotions, celles qui ne sont pas joyeuses, elles restent bien là. Et même la respiration ne va pas permettre l'aller-retour et le nettoyage. Le but, c'est d'avoir cette cage thoracique bien ouverte pour que, bon, voilà, ça circule. Le bon, on en profite et le mauvais, on le renvoie. Voilà. Et aussi, ça permet, cette cage thoracique ouverte, de laisser de la place aux poumons, de façon à ce que les poumons, quand on respire, non seulement la pointe du haut fonctionne, mais tout ce qui est en dessous aussi, hein, qu'il puisse vraiment déployer son système ses systèmes de filtration. D'une manière générale, on respire mal. Si je vous demande là, maintenant, de respirer, on respire et vous allez voir que la plupart du temps, on respire avec le haut des poumons, mais que là, dessous, il n'y a rien qui se passe. Donc, allez, on ouvre la cage thoracique, c'est très simple. Mettez les mains sur les épaules et j'inspire. Mes coudes se rapprochent par l'avant. J'expire et je lâche derrière. Lâchez bien les omoplates. Encore, inspire. Et on expire bien derrière. Encore une fois. Et je lâche. On fait l'inverse par l'arrière. Inspire. Expire. Encore. Parfait. Vous déposez vos mains sur les genoux. À nouveau, j'inspire. Et à l'expire, je lâche tout. Encore. Et là, je lâche tout. Vous retournez votre bras gauche avec la paume tournée vers le ciel. Vous prenez votre main droite, vous fermez le poing avec le pouce à l'intérieur, toujours le poing souple, et on tapote en descendant l'intérieur du bras, et puis on remonte sur l'extérieur, toujours en tapotant. Je tapote en descendant l'intérieur du bras, je tapote en remontant. Encore une fois. Parfait. Et hop, lessivage pour libérer toutes les tensions qu'on a mises à nu. Parfait. Maintenant, on fait ça à l'autre bras. Je retourne mon bras droit. Je ferme ma main gauche. Je tapote intérieur en descendant et je tapote extérieur en remontant. Quand je suis à l'intérieur du bras, je descends, je tapote. Et quand je suis à l'extérieur, je remonte. Encore. Voilà. Et le lessivage. Parfait. Et puis maintenant, on va se faire un petit coup sur les jambes et on aura fait tout le corps. Les poings fermés, hop, on tapote la jambe sur les deux faces. Avant, arrière, on tapote. Parfait. Une main en haut, une main en bas, hop, le lessivage. On met en route un mouvement interne, hein, comme lorsque vous mettez les mains dans l'eau. Eh bien, pendant un certain temps, en surface, il y a des petits rangs dans l'eau. Vous enlevez vos mains, il n'y a plus rien. Mais en profondeur, il y a une onde qui continue à se propager. C'est exactement la même chose pour nous. On met en route des mouvements internes et après, le travail va se faire tout seul. Là, on harmonise la circulation sanguine, l'énergie vitale, la lymphe et même l'eau. Donc, on fait vraiment un bon petit soin circulatoire. Après, vous massez votre genou. Toujours le même principe des articulations qu'on chouchoute pour éviter que l'énergie ne s'arrête. Et puis, on va derrière un petit peu et on masse. Et on tapote un petit peu le pied comme ça par terre. Toujours le côté percussif de la pratique qui entraîne des vibrations internes et qui donc travaille à la mise en mouvement et à la circulation de l'énergie. C'est un peu comme si on ouvrait les écluses en fait. On passe à gauche, point fermé. Je tapote devant, je tapote derrière. Et le lessivage, une main en haut, une main en bas, je lessive. Voilà, donc là, on aura vraiment fait le réveil du corps, comme dans la nature. Hein. Je me promenais hier, j'ai vu qu'il y avait des petites violettes et
dans l'herbe, des petites pâquerettes. Je me disais, ah oui, c'est bien le printemps est bien là. Ben, pour nous, c'est pareil, hein. Comme pour la nature, avant de s'extérioriser, il est souterrain, à l'intérieur, en profondeur. L'énergie du printemps est déjà là depuis un bout de temps, au niveau de nos organes et de notre fonctionnement. Maintenant, il faut qu'il s'exprime. Allez, on masse le genou à l'arrière. On tapote. Parfait. Et puis, on tapote les genoux. Et on lève les bras. Expiration. Et on va prendre juste le temps, un instant. La main droite sur le nombril, la main gauche par-dessus. On fait quelques petits massages circulaires. Dans un sens vers la droite, des grands cercles, comme pour disperser l'énergie. Et puis maintenant, on inverse. C'est la main gauche sur le nombril, la main droite par-dessus. Et on referme de l'autre côté des petits cercles par la gauche, comme si on rassemblait l'énergie, comme si on la rassemblait, on la centralisait comme une petite boule de feu au niveau du hara, au niveau du Tantien, c'est la région du nombril. Voilà, et on pose les mains, on ferme les yeux, et on sent que quelque chose s'est fait en nous. Respiration différente, comme si un silence était venu à l'intérieur. En fait, on est resté centré sur soi, donc il y a une partie du bruit du monde qui n'est plus aussi présente. Voilà, mais je crois que c'est terminé pour aujourd'hui parce que je vois que l'heure passe et donc on va s'arrêter là. Je crois que c'est l'heure qui convient. Merci Joyce. Le temps que tout le monde retrouve son esprit. Un grand merci pour cet exercice qui nous a fait beaucoup de bien. Oui, tant mieux, je le souhaite. Et c'est un exercice que vous pouvez chacun et chacune reproduire par petits morceaux, certains points dont vous vous souvenez. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'un endroit du corps vous dérange, c'est un manque d'énergie. C'est que l'énergie stagne. Et donc, le moyen de faire redémarrer ce circuit énergétique, c'est d'aller masser et de se détendre et de respirer. Et les deux conjugués font que les tensions fondent tout doucement. Parfait, merci Joyce. Il est grand temps de nous quitter parce qu'il est 19h39. Donc, un grand merci. Merci à nos intervenantes, mesdames, Dr Ada, Dr Zineb, Vanina, Joyce. Merci à vous. On a perdu Alice dans la course. Bon, je crois qu'elle est partie. En tout cas, un grand merci pour vos suggestions, vos conseils et puis l'ensemble de vos remarques. Un grand merci. On se dit à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonne fin de journée, mesdames. Profitez bien de cette journée qui vous est dédiée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Vin. Bye. Au revoir. Au revoir.